c'est parce que les gens sont heureux de te voir. En tout cas, dans mon cas, c'était le cas. Non, la première fois, c'était genre sortez-moi. Tu m'avais vraiment envoyé une réponse. Ouais, c'est vrai. J'ai besoin d'aller dehors. Genre. Ouais. Franchement, tout ce que tu me proposes en dehors de chez moi, il n'y a pas de souci. Bon, comment ça va en ce moment? Franchement, en vrai, ça tu va. tiens le coup. En vrai, ça va. C'est qu'il y a un peu le cliché de ah mon Dieu, on peut plus s'exprimer sur scène. Moi, c'est un besoin vital. Je sais pas si j'ai vraiment, je sais pas si t'as ça vraiment toi. Ou pas. En fait, moi, je pense que ce qui est dur, c'est que j'existe vraiment beaucoup par les autres. C'est un propre à notre métier, je pense. Hein, Ouais. Donc c'est peut-être ça le truc qui est relou. Plus, en fait. J'ai eu des moments où j'avais l'impression que j'existais plus, mais surtout au premier confinement où vraiment j'étais vraiment mal de ça. Mais là, tu vois, je suis toutes les semaines, je fais des trucs pour la télé, pour Teva, et du coup ça fait que je garde la créativité en alerte. De ouf, enfin, ça me demande beaucoup de taf et en plus je fais pas rien quoi. Je vois des gens au moins 2 fois par semaine. C'est énorme. Oui, je crois que c'est ça la différence. Tu vois, moi j'ai passé les 2 derniers mois genre à pas sortir, à voir horrible. Personne, à parler à personne. Je me dis là, je suis en train d'essayer lentement de revenir sur terre. Genre, même pour organiser le podcast, c'était genre putain, faut envoyer des messages quel jour et tout. J'étais un brouillard total parce que tu crées des réflexes pour pas devenir fou. C'est genre en mode je suis en prison, donc ok, je vais prendre ma douche à telle heure et tu sais, tu t'habilles pour rien, genre pour aller nulle part. Bravo. Pour créer une structure. Ouais, tu t'es fait genre une routine, c'est vachement bien. C'est une routine qui impliquait pas forcément les gens, genre les personnes extérieures. Et du coup, là, faut revenir au truc où on organise des choses, on parle à des gens et tout. C'est clair. Et toi, t'as pas vraiment eu ça, c'est-à-dire que t'as commencé à rebosser direct? Tu veux dire là en octobre ou parce que non, le premier confinement, on en a tous fié, franchement. Toi, est-ce que t'avais une tournée de prévue ou des trucs comme ça? Ouais, c'est la 4e fois que je la reporte. Et au bout d'un moment, ça va s'appeler l'annuler. En fait, moi, personnellement, j'avais pas de tournée de prévue, mais tous les gens qui en avaient une, c'était. Et c'est d'autant plus grave, je crois que tu peux pas. En fait, ça coûte plus cher d'annuler que de reporter. Donc en fait, le problème que j'ai moi là, c'est que c'est la vraie loose, c'est que c'est une tournée de rodage. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on n'est même pas sur un spectacle qui est déjà méga prêt, méga validé de moi-même, enfin pour moi-même et pour le public. C'est que là, on est sur un spectacle où il y avait un embryon de bonnes choses et il fallait que je le travaille pour en faire un truc cool. Et tu le reportes 1 fois, 2 fois. Enfin là, ça fait 1 an que cette tournée est reportée et du coup, la nécessité de base, elle y est moins en tout cas. La matière première de ton spectacle va plus du tout être la même. Exactement. Plus tard. Si t'as écrit des trucs sur la peur du Covid, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Bon, maintenant on sait ce qui s'est passé, donc faut créer. Verino, il avait prévu tout un spectacle entre les 2 confinements où il était prêt, il avait tout réécrit et puis il y avait des affiches dans le métro et tout, et ça a été un peu. Moi, je pense que ce qui est sûr, c'est que quand ça va être possible, ça va être la fête pour tout le monde. Genre, imagine, ça rouvre en juin, juillet, dans Paris, tous les comics, ça va être vraiment la fête. Ouais, ça va être cool. Même peut-être plus que la fête, ça va peut-être être la surchauffe, la surcharge. On va tous reprendre le Covid, ça va juste être une recontamination. Non, mais même, je sais pas, il y a aussi eu le truc de. J'ai joué le 5 juin dernier. Tu sais, c'était vraiment le premier jour où les théâtres ont réouvert. Je suis partie avec Paul Mirabel et Franjo à Saint-Malo. Et on a joué tous les 3 pour le point virgule. Et en fait, j'ai trouvé. Alors, donc, c'était la première fois qu'on s'arrêtait pendant 3 mois, tu vois, à l'issue de ce premier confinement qui était quand même hyper terrorisant, on va dire. C'était pas ouf. Ouais. Et donc, de reprendre à Saint-Malo, tu vois, j'ai été complètement apeurée je sais plus comment je m'appelle, mais en vrai, c'est vrai, ce truc-là de plus savoir comment on s'appelle. Non, ça se reprend au bout d'un moment. Ouais, mais quand même, le premier jour, t'as des courbatures quand même. Est-ce que t'as pas eu genre premier rire, genre mais en fait je connais? Non, pas du tout. J'ai vraiment eu genre en fait c'est de la merde. Tout ce que je fais c'est de la merde. Toute ma matière d'avant c'est de la merde. On n'a pas du tout envie d'entendre parler de ça. Pourquoi je fais ce métier? Et surtout avec comme un truc j'avais l'impression que c'était la première fois que les gens allaient au spectacle et tout, et j'avais l'impression que les thématiques que j'abordais étaient trop lourdes en fait. Ouais. Je sais pas, mais moi-même je me disais en tant que public là j'ai franchement envie de gag. J'ai envie d'un bon gros gag. Je pense que ça va être la phase post-Covid. Genre, il y a un moment, les gens ne voudront même plus entendre le mot Covid. Tu sais, c'est comme Trump. Tu sais, genre, au bout d'un moment, je peux plus quoi. Ouais. Et là, on va rentrer dans un truc où les gens. Il est possible qu'on revienne vers un truc d'humour un peu plus absurde ou un peu moins ancré dans l'actualité. Exactement. Exactement. Là, tu vois, franchement, moi-même, je m'entendais parler, tu vois, faire des blagues sur le féminisme et tout. Je me disais, mais ferme ta gueule. Mais vraiment, ferme bien ta gueule.
C'est pas que c'est des problèmes qui n'existent plus, mais c'est vrai non, que... mais pas tout de suite. Déjà, non, mais ça existe grave. Mais là, t'as passé 3 mois enfermé chez toi, t'en peux plus, c'est anxiogène les infos, t'as pas envie de te prendre une micro-leçon de morale par une humoriste, quoi. Franchement, t'as juste envie de rigoler sur la couleur de sa moustache. Et c'est ce que je me suis dit, tu vois. Donc en vrai, j'ai un peu ce problème-là avec mon spectacle que j'adore, que je trouve... tu trouves trop glauque, en fait. Ouais, exact. Je trouve trop glauque. Je l'aurais trouvé nécessaire dans une autre époque, mais là, je suis en train de me dire, allez, faut que je rebalance. En fait, j'ai l'impression que si les sujets sont glauques, mais que t'arrives vraiment à avoir une bonne vanne, c'est vrai, un gros rire. Ouais. Bah, t'as fait un peu ce qu'il fallait. Enfin, moi, tout ce que j'ai écrit, c'est hyper dark. Hein. Pour les trucs que j'ai pas pu tester encore, toutes mes nouvelles blagues, c'est genre hyper déprimant. C'est pas forcément, ça parle pas du Covid, mais genre il y a un truc un peu dark, tu vois. Ouais. Mais je me dis, si y a la vanne, les gens ils vont rigoler. Donc ça veut dire que c'est plus toi qui as gagné. Genre, je vous ai lancé sur un sujet hyper glauque et vous avez rigolé quand même. Mais clairement, ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais tu sais, je fais pas que du stand-up. Tu sais, on en avait déjà parlé, je pense tous les deux. Et on va en parler. Et on va en parler. Et en fait. Je suis sûre, quand la blague est bonne, tu peux parler d'absolument tout. Mais déjà, mes blagues sont pas bonnes. Non, je rigole. Non, c'est pas ça. C'est juste que parfois, pas de blague, en fait, pas de réflexion. Parce que souvent, la blague bonne d'un sujet un peu glauque, c'est un très bon trait d'esprit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, t'as juste envie d'un truc gras, d'une chute, en fait, tu vois? Ou d'un accent bien raciste. Non, je rigole. Pas ça, en mais... soi, c'est vrai. C'est juste, faut pas le faire. Mais voilà. Oui, non, mais tu vois, ou d'un truc plus visuel en fait, où juste c'est encéphalogramme, tu vois, 0 et que ça c'est efficace et hop, c'est soulageant. J'ai l'impression que là pour l'instant, enfin c'est cette impression que j'avais eue le 5 juin, tu vois. Ouais. Et là j'ai ça quand je lis mon spectacle, c'est cool hein, mais pas tout de suite. Déjà respirons un peu et du coup je vois ce truc un peu gras entre guillemets, mais sans être péjoratif, mais en tout cas un humour bon, voilà, autre que forcément le trait d'esprit, je pense que ça va être l'équivalent d'une chauffe. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un rire hyper décomplexant tous ensemble et qu'après on pourrait aborder tout. Voilà, c'est pour ça que je me dis que peut-être tout mon spectacle n'est pas à jeter, mais dedans, il faudrait peut-être que je rajoute 5-10 minutes de pure légèreté, tu vois ? Ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu entendrais par légèreté? Ça consistait en quoi, du coup? Bon, beaucoup de l'autodérision, tu vois, ça c'est toujours, voilà. Allez, battez-moi. Plutôt que chier sur le monde, je vais chier sur moi. Sur moi, voilà. Et puis, je sais pas, tu vois, un peu des personnages, des trucs, enfin, vraiment un truc où, voilà, on rit ensemble de quelque chose de peut-être moins concernant, peut-être, tu vois, je sais pas. Quand tu dis tournée de rodage, ouais. C'était une tournée, genre tu comptais vraiment le faire dans le circuit qu'on connaît En fait, ma question, c'était à un moment, j'ai l'impression que la notion du rodage, elle est pas forcément toujours comprise quand tu pars en tournée, que les gens ont vraiment l'impression d'aller voir directement le produit fini. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que ça dépend comment tu le présentes. Moi, je faisais vraiment 10 minutes ou 5-10 minutes dessus, clairement. Sur le fait que t'es pas prête. Ouais, vraiment. Et puis avec vraiment, sans tricher, avec mes feuilles sur scène. Et après, en disant au public, allez, maintenant, je suis au bar. Dans le temps, ça s'appelait un bar. Ça va revenir. Désormais, ça s'appelle un endroit dangereux. Et je disais, maintenant, je suis ouverte, j'ai besoin de vos retours. Et du coup, après, on discutait. Ah, donc c'est intéressant, si tu leur dis directement, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de ces nouvelles blagues. De ouf. Ouais. C'est... Parce que, après, je vais en parler. Et je disais, j'ai pas de titre non plus. Donc, si vous avez un titre, venez. Et du coup, c'était cool. C'était cool parce qu'on échange. Mais en soi, c'est vrai, c'est un spectacle. Après, c'est vrai que ça fait. Tu prends l'objet comme il est. Ils se sentent pas lésés en mode, oh, t'avais qu'à faire le travail avant qu'on vienne te voir. Non, tu vois, non, il n'y a pas du tout ça. Ou peut-être, mais ils me l'ont pas dit en tout cas. Non. Et puis c'est assez. En fait, c'est vrai que c'est drôle. Il y a que dans le one man stand-up qui a ça, parce que tu vois, moi qui viens du théâtre, au théâtre, tu fais une première d'un spectacle. Point. Et la première est moins bonne que la dernière du spectacle, mais c'est comme ça. C'est vrai que tu vois, on s'offre ce luxe-là de dire venez, mais c'est pas ouf, mais venez quand même. Et après, voilà, le prix des places c'est quand même pas le même en vrai. Et puis d'un point de vue aussi purement financier, moi je vais tester dans des cafés-théâtres où on fait 50-50 à la recette, donc personne prend de risque à part moi. Et sinon, et quand le spectacle est prêt, là je suis d'accord pour le vendre. D'accord, donc c'est pas le même. Tu vends pas de la même manière. Donc, non, voilà. Faut quand même communiquer là-dessus. Pas les mêmes jauges, pas tout ça, et donc pas le même prix des places aussi, voilà.
Mais bon. Bon, bah là, ça va reprendre, je pense, en septembre. T'es reparti sur les routes. Je sais pas. Et tu vois, c'est drôle parce que je suis d'accord avec toi sur le côté à Paris. On pourrait rôder à Paris, mais en fait, ça dépend ce qu'on va chercher dans notre rodage, je trouve. Moi, on me dit vachement, on m'a beaucoup dit que j'étais très parisienne, que j'avais un humour très parisien, et je suis pas trop forcément d'accord avec ça. Qui te dit ça? Tu sais, c'est comme les gens qui disent je suis très féminin. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est des programmateurs et des programmatrices. Mais donc, du coup, je me suis dit, bah, très bien, si c'est vraiment la crainte, je vais pas le rôder à Paris. Parce que j'ai l'impression quand c'est presque un reproche où quand on dit c'est très parisien, j'ai presque l'impression que c'est un peu en mode tu parles des trucs de bobo là, et féministe et machin, une corse les couilles, tu veux pas faire la secrétaire un peu? Ouais, c'est ça. Et je fais, à ce moment-là, c'est pas à toi de t'en vouloir et de te dire non, en fait mon humour il est pas parisien juste parce que je suis pas débile, tu vois. C'est absurde. T'étais dans la troupe des sales gosses quand t'étais petite, c'est ça, hein? Et moi, en fait, je voulais trop être dans cette troupe quand j'étais petite. C'est vrai? C'était mon rêve, parce qu'en fait, j'écoutais Rire et Chanson toute la journée, tu vois. Ouais. Et du coup, je connaissais les sketchs comme si je connaissais des chansons. Et bon, à l'époque, c'était quoi? Je suis assez vieux, donc c'était genre Les Vampes, Palmade, Muriel Robin. Et j'ai vu que cette troupe existait. Et pendant 1 an ou 2, je me suis dit, putain, ce serait trop cool. Tout parce que je faisais. Tu sais, comme les gens ils font du air guitare, moi je faisais genre du air sketch. C'est triste, c'est une préadolescence assez triste, mais c'est comme ça. Non, et je pouvais faire n'importe quoi, genre Popek ou Les Inconnus. Je connaissais vraiment tout par cœur. Tu peux encore réaliser ton rêve. Et du coup, je me souviens de cette troupe qui était en fait, en gros, c'était vraiment des reprises de sketchs connus des années 90. Et toi, t'étais là-dedans. J'étais là-dedans, le spectacle d'après, celui qui n'a pas marché. Parce que moi, c'était en gros 97, je crois, 98. C'était exactement là. Moi, j'étais exactement à cette promo-là, en fait. Et c'était donc une troupe de théâtre professionnel d'enfants qui se sont fait connaître en reprenant les sketchs d'Eli Kaku, Elise Moon, Palmade, enfin tous les tubes, en fait. Ça sera gravé dans ma mémoire toute ma vie, hein, le prof d'Elikaku. C'est incroyable. Bah, moi aussi, hein, clairement. Et en gros, mais avant, ils faisaient déjà d'autres spectacles. Par exemple, ils avaient adapté La Famille Adams. La particularité, c'était toujours des enfants. Mais voilà. Et moi, j'étais allée voir le spectacle à l'Olympia parce que mes parents, ils sont médecins et ils étaient. Tes parents aussi, je crois, non? Ta mère? Oui. Hein, et c'était médecins dans les salles de spectacle, médecins de garde. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont voir un spectacle gratuit. En échange, s'il y a quelqu'un qui est malade, ils le soignent gratuitement. Ils sont en mode ramasseur de balles au tennis, genre comme ça. Ils sont prêts au fond à voir un mec qui fait un malaise. Y a-t-il un médecin dans la salle? Ouais, c'est ça. C'est ce que, en plus, c'est quand même toujours. Bon, je vais pas critiquer les médecins. Non, mais c'est vrai, c'est très important le travail qu'ils font. Et du coup, je suis allée voir énormément de spectacles enfants, tu vois, et beaucoup, notamment des grands spectacles, toi, à l'Olympia et tout. Et quand on a vu ça, moi, j'ai bien évidemment trop kiffé puisque je passais comme toi ma vie à faire du air sketch. Mais moi, j'ai passé ma vie à imiter tout le monde, c'est-à-dire les humoristes, mais aussi tous les potes de mes darons, tu vois, dès qu'ils m'emmenaient dans des congrès de médecins et tout. Après, je refaisais tous les persos. Enfin, tu vois, c'était un peu une culture dans la famille. Et après, ils distribuaient des prospectus à la sortie du spectacle pour intégrer les cours, parce qu'il y avait les cours et la troupe. Et donc, je voulais prendre les cours de théâtre avec eux. Et en fait, on s'est mal compris parce que ça tombait au moment où ils faisaient des castings. Et du coup, il y a eu un amalgame. Et du coup, je me suis retrouvée à passer le casting alors que je voulais juste faire des cours. Ah, tu t'es retrouvée dedans par accident, en fait? Ouais, complètement. C'était pas genre, je veux absolument jouer Anne Romanoff sur scène? Non. Non, c'était un accident. Non, je pensais pas du tout autant faire des grandes. Non. Puis mes parents m'auraient pas du tout laissé s'ils avaient su. Non. Et puis en fait, je me suis retrouvée là par hasard. Puis comme ils divorçaient, ça les arrangeait bien de pas m'avoir sur le dos à ce moment-là. Ouais, moi ça aurait été l'inverse. Alors, c'était mon rêve qui m'est plus sur le dos et qui me fout la paix. Je sais, il y avait une émission à envoyer spécial et ça avait l'air un truc hyper sérieux. Ah, tu l'avais vu ça, ouais. Ouais, parce que je jouais trop dedans, quoi. Et je voyais que c'était genre sérieux, genre les gamins ils se faisaient engueuler s'ils déconnaient et tout dans les sketchs et tout. Ah non, mais c'était. En fait, c'était. On nous disait, en plus, c'est super parce que ça m'a vraiment appris la rigueur du travail parce que toutes nos vacances scolaires, nos mercredis, nos samedis, nos dimanches étaient consacrés à ça. Et on n'avait pas le droit de sécher une répète, rien. Et surtout, la DAS. Tu sais que tu dois demander des autorisations à la DAS pour faire travailler des enfants. Et si ils contrôlaient notre moyenne scolaire, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait. Et si on chutait notre moyenne scolaire, on était viré de la troupe. Donc, il fallait assurer de ouf et à l'école et dans le spectacle. Ça a duré combien de temps, ça? T'as fait ça combien de temps, du coup? 2-3 ans. Mais c'était ouf.
Franchement, T'as kiffé? Ouais, c'était c'était ouf. C'est ce qui a fait que j'ai pu pas déprimer. Enfin, sinon l'école et tout ça, c'était horrible. Est-ce que tu peux avoir l'expérience inverse, genre en mode enfant star? Et non, parce qu'on n'était pas starifiés en tant qu'enfant. C'était Ouais, la c'est troupe qui était médiatisée, mais sinon les gens connaissaient même pas nos prénoms. Donc après, quand j'avais 13 ans, j'ai arrêté. J'ai Ouais. fait collège, lycée. La condition pour mes parents, c'était et ton bac. Après, tu fais ce que tu veux. Et après, donc j'ai passé un bac spécialité théâtre, Ouais. tu sais. Et après ça, j'ai intégré une école pro de théâtre, sauf ils ont essayé de me carotte, ils m'ont dit fais quand même une licence. Je fais non, je fais pas de licence, mais je me suis dit je vais leur montrer tu vois, qu'ils ont pas de raison d'être inquiets. Donc en parallèle de l'école, j'ai monté une compagnie théâtre tout de suite et un spectacle quand j'avais Trop bien. 18 ans. Ouais. Qui a hyper bien marché pendant 2 ans et demi, un truc Ouais. comme ça, et que j'ai financé en faisant du théâtre dans le métro avec les Du personnes. théâtre dans le avec qui- métro. ouais, Dans le métro ou dans les couloirs du dans métro? le métro. Et en 3 semaines, on a récolté 3 000 € quand même. Et on a monté notre spectacle comme ça, tu vois. Et ensuite, moi, j'ai lu que tu avais fait En gros, c'était vraiment en mode théâtre, genre tu es capable de jouer une pièce où tu joues 10 personnages en même temps dans la pièce. Mm. Ça, c'est la magie pour moi. Donc, est-ce que tu serais capable de m'expliquer comment c'est possible? Parce qu'en fait, moi, l'acting, j'ai jamais joué à la comédie, si tu veux. Je me retrouve même dans des castings de pub et on prend un gars qui a ma tête, mais qui sait jouer, quoi, tu vois. Oh, C'est mais pas toi, du tout tu mon sais truc. jouer, toi? Sur scène, ce que j'ai écrit, quoi. Mais... Ah bon? Ouais, non, je suis pas un très bon acteur. Je crois que je suis tellement habitué à casser le 4e mur que c'est trop dans mon réflexe que maintenant, D'accord. limite mes yeux regardent la caméra, tu vois. Genre, Ah même ouais. si- il me faudrait une Ouais, formation. c'est rien. Bah oui, une un formation cours, d'1 heure, quoi. on l'a fait si tu veux après. Et donc l'idée de, en fait, moi tout ce que je sais de la scène, c'est genre ce que je fais là ou dans des cas, enfin, tu vois, genre le stand-up que je fais depuis un certain Ouais. temps. L'idée d'être sur scène devant des gens, déjà de pas dire des trucs drôles, c'est genre de faire un texte et que les gens regardent, genre, oui. Ça, c'est un autre monde. Et en plus, le fait d'être toute seule et de jouer plusieurs personnages, c'est encore un truc complètement étranger pour moi. Toi, c'est un truc qui est complètement naturel pour... Ah oui, bah Ouais. moi c'est un truc oui, comme je te dis, tu vois, quand j'étais petite déjà, rien que d'imiter les personnes et tout, donc c'était tout de suite, enfin, Ouais. c'est instinctif, beaucoup plus que ce que tu fais toi, Ouais. tu vois. Et ça, justement, moi j'ai vachement appris en vrai, à ton contact, Ouais. hein, c'est même pas, t'as fait partie de mes pères, entre guillemets, AIRS. Hein. Ouais. Oui. Et, des plateaux parce que tu vois, moi je suis beaucoup plus capable de dessiner un personnage, une silhouette, Ouais. une voix que d'avoir la plume aussi incisée que toi, tu vois. Et ça c'est Bah, y aller. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. non, c'est vrai. Mais au-delà de l'écriture, il y a le fait que quand t'enlèves la plume, la plume incisive, c'est vraiment comme ça que je parlais dans des bars quand j'ai découvert le stand-up, tu vois. Mm. Et genre, ah putain, mais je parle déjà comme ça, il faudrait juste que je le canalise et que ce soit assez bien écrit pour que ça puisse marcher tous les soirs devant des gens qui me connaissent pas et tout. Mais ça a été naturel pour moi de faire ça, justement, de me dire, en fait, je vais monter sur scène et je vais faire exactement ce que je fais dans la vraie vie. Ouais. Et pour toi, ça a pas été si naturel que ça, alors finalement, c'est. De faire de non. Parce que j'essaie de me Ouais. souvenir de quand je t'ai Ouais. connu, mais il me semble que autant il y a des gens qui ont fait vraiment un passage entre des personnages et du stand-up. Peut-être que tu l'as fait, mais je l'ai pas vu. C'est-à-dire que je crois que dès que je t'ai vu, tu faisais déjà plus ou moins des vannes avec un micro. Et, Hmm. je sais pas s'il y a eu une Bah, phase de transition comme ça. Non, il y a eu une parce que en fait, on m'a pas laissé sur les plateaux faire des personnages. Il y a des endroits où c'est trop compliqué, quoi. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais moi-même, je m'en suis rendu compte. J'ai commencé comme ça et je faisais waouh, c'est vraiment dur, dur, dur. Et après, du coup, non, j'ai commencé à écrire pour les plateaux, une forme exprès pour les plateaux, un peu genre teaser de spectacle. Tu vois. Donc, non, je me suis. C'était vraiment designé pour les salles. En gros, c'était quoi? C'était genre le Paname ou des endroits comme ça. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est impossible d'avoir un 4e mur quand les gens sont Impossible. aussi près Mais de non, toi. mais des quoi. persos, c'est pas forcément avec un 4e mur. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ce que je faisais en plateau, il n'y avait pas de 4e mur. Bah, c'est le seul truc qui peut te sauver quand tu fais des personnages, c'est justement Ouais, ça, de ouais. parler quand même aux gens dans le personnage Ouais. et tout. Sinon, les gens ils ont l'impression qu'il devrait y avoir un écran et qu'il n'y en a Ouais. pas. C'est ça. En plus, les lumières sont allumées. Ou, Ouais, c'est chaud. Mais quand même, ça a été un délire pour moi. Ça a été c'est faire ce que je fais dans la vie, faire des personnages et tout machin, Ouais. et le faire sur scène. Mais là, de dire aux gens, venez tous me voir que moi, j'avais un problème d'ego trip assez dur. Et c'est d'ailleurs, c'est pas moi qui me suis poussée à faire ça. C'est un de mes, tu vois, c'est un de mes anciens profs de théâtre et amis désormais qui m'a vraiment incité et poussé là-dedans. Mais sinon, non, quand même, il faut une sacrée dose d'ego quand même pour dire venez, c'est intéressant ce que je fais et ce que je dis, quoi. Tu vois. Moi, j'ai interdit à tout le monde, tous les gens qui me connaissaient avant le stand-up, je leur ai dit venez pas me voir pendant 2-3 ans. Et franchement, si ça avait été moi, j'aurais attendu plus parce que
genre maintenant c'est cool s'ils viennent me voir, mais il y a des gens, ils m'ont vu au bout de 2 ans de stand-up, je fais franchement c'est de la merde ce que t'as vu. Et j'ai interdit aux gens de venir pendant un certain temps juste pour pas qu'ils... Moi aussi, mais moins que toi. Et donc, toi, c'est une transition qui t'a plu ou ça t'a un peu fait chier au début? Genre, t'as l'impression de te forcer ou pas? Ou de faire quoi? De faire plus du stand-up que du personnage? Est-ce que t'as aimé? Au début, j'aimais pas trop parce que j'avais un peu l'impression de devoir coller au moule, tu vois. Et puis, en fait, après, j'ai découvert un truc de ouf, en vrai. Ouais. J'ai découvert que c'était que j'avais une très mauvaise image du stand-up, tu vois, et que c'était un Bien, art. parlons-en. Ouais. Parce que je pense que c'est pas que toi, en fait. Moi, du coup, quand je parle de la culture du théâtre, comme j'ai toujours eu l'impression que c'était une culture qui aimait pas trop le stand-up et qui méprisait un peu le stand-up, du coup, moi, je deviens un peu un connard avec la culture du théâtre. Ouais, genre, je comprends. Aux univers. Mais je comprends. Genre... Non, mais c'est horrible parce qu'il y a vraiment deux courants. Et ça me rend. Et c'est vraiment insupportable. Il y a que Blanche qui a réussi à réunir les deux publics. Et d'ailleurs, c'est insupportable quand les gens du théâtre font ah oui, Blanche Gardin, c'est super, tu fais mais ta race, la maudite. En fait, c'est du stand-up, c'est de la balle. Mais il y a d'autres choses que tu es capable d'apprécier aussi. En fait, il y a une très très mauvaise image, je suis d'accord. C'est le défaut des qualités, c'est que ça paraît facile à faire et que du coup, les gens se disent c'est quoi ce truc? C'est facile. Tu vois, je pense qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois. Alors qu'au théâtre, ou même dans la génération avant, tu vois, de One Man et tout, il y a waouh, comment il fait pour avoir ce corps, pour avoir cette voix, tu vois. Les gens, ils aiment bien voir de l'exceptionnel et ça paraît tellement quotidien qu'ils se disent que c'est naze, tu vois. Et toi, du coup, est-ce que quand t'as commencé à faire du stand-up, t'as dû justifier ça? De ouf. Moi, je l'ai caché quand j'étais au conservatoire. Ouais, grave. Et surtout que mon prof de conservatoire, à la fin, au bilan, il m'a dit, écoute, ne fais jamais d'humour, de one man, truc comme ça, parce que tu pourrais y arriver et c'est dommage, t'as d'autres choses à dire. Et j'ai fait. Tu vois, mais c'est marrant parce que je l'ai rappelé quelques années après, quand il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens? Et je lui dis, j'ai fait tout ce que tu voulais pas que je fasse. Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai été con de te dire ça? Tu vois, il a reconnu direct. Il m'a dit, mais j'étais con, je devais être mal luné. Mais c'est fou parce que toi, tu fais, c'est mon mentor. Oh merde, il m'approuve pas. Et en fait, parce qu'il faut pas de mentor. C'est un piège, tu vois. Et il faut s'auto-valider, en fait. Non, ce qui veut dire en soi est pas inintéressant. Ça veut dire, en gros, en fait, il pense que tu peux pas, il y a certains trucs que tu peux pas dire à partir du moment où c'est de l'humour. C'est ça, en fait. C'est à partir du moment où il faut qu'il y ait une blague. Il y a des trucs sérieux que tu peux pas vraiment exprimer. Non, je crois pas. Je pense que c'est plus sur le côté, en tout cas, l'humour tel qu'on le connaît et le perçoit en one. Tu vois, et quand je dis one, ça stand-up aussi. Il y a quelque chose de très très concret. Là où au théâtre, il y a un espèce de truc un peu fantasmatique. Enfin, tout est possible véritablement, tu vois, dans l'univers poétique, qui a peut-être moins dans quelque chose de concret. Et je pense qu'il était plus c'était plus ça qu'il voulait dire. Mais je pense que ça vient aussi d'une vraie sous-estime. Ça se dit? Oui. En tout cas, j'ai compris. Sous-estime de ce milieu et de cette discipline qui est. D'autant que si tu veux vraiment décider que le stand-up c'est de la merde, tu peux toujours trouver des bons exemples pour illustrer ton propos. Alors, tu vois, le stand-up c'est de la merde parce qu'il y a ce gars-là qui fait. C'est juste une forme d'élitisme. Mais attends, et inversement, les publics de one et stand-up peuvent dire non, mais j'ai pas envie d'aller au Théâtre de la Colline, tu vois. Ça les fait chier. Maintenant qu'il y a des comédie clubs et que, je pense que ça commence à se séparer, mais moi en fait ce qui m'intéressait c'était toi ta transition entre les deux, si t'avais vraiment été dans le théâtre, genre en mode on fait des troupes parce que là t'es en mode stand-up, genre pur stand-up quoi. Peut-être que ça te saoule et que t'aimerais à un moment revenir vers un truc un peu plus théâtral. Non, mais je suis pas pur stand-up. Enfin, mon spectacle, c'est pas que stand-up, c'est mix un peu plein de trucs quand même. Mais bon, oui, je suis seule sur scène en tout cas. Est-ce que tu chantes? Un peu. Est-ce que tu chantes, Laura? Qu'est-ce que tu Un peu. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Certainement pas. Un petit peu. Mais je chante, mais au service de la blague quand même. Bah oui, j'imagine que c'est. Il y a des gens qui finissent leur spectacle avec. Oh, happy day. Ah non. Tous ensemble. Parce que le message de mon spectacle, c'est que finalement, on est tous les mêmes. Non, je suis ça. Ça me ferait marrer de juste le faire moi, genre. Franchement. Maintenant, j'ai un vrai truc à vous dire. Je vais chanter un truc. Ça serait trop drôle. Mais en vrai, c'est hilarant. Très sérieux. Toi, en plus, avec une tête. Oh, happy day. Est-ce que. Donc, oui. Donc, pour répondre à ta question, la transition, c'était quoi? Oui, j'ai fait une vraie transition. Oui, c'était ça. Non, mais oui, mais j'adore aussi. J'aime bien l'équilibre. J'adore. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai répété un spectacle de théâtre avec mes potes du théâtre. Et j'adore aussi. Je pense que les deux doivent exister et j'adore.
quand même aussi. Donc toi, ça te dérange pas de faire les deux Non, ça me dérange pas. Au contraire, j'ai envie de continuer à faire les deux. Mais aussi, pourquoi j'y suis venue, c'est que c'est très très difficile le théâtre, même en tout cas dans moi, ce que j'aime faire, c'est pas du tout rentable. De réunir 6 acteurs sur scène, c'est vraiment très très compliqué en termes de planning, en termes d'oseille, en termes de public qui va voir ça, parce que quand même le théâtre c'est vraiment moins médiatisé que l'humour, tu vois. Donc c'est trop compliqué, c'est très très dur et moi j'ai besoin de jouer, mais vraiment et beaucoup. Et c'est ça que j'ai adoré dans le stand-up, c'est que tu peux aller jouer tous les jours, même 3 fois par jour, c'est incroyable. Donc tu peux avoir une idée le jour même et tu l'écris. Trop kiffant. Parce qu'avant tu sais je faisais de la musique où je voulais faire des films et en gros c'est que les trucs où entre le moment où tu le fais et le moment où ça arrive au public ça peut prendre des mois et des mois et des mois et ça je peux pas faire machine arrière moi. Quand je vois mes potes qui sont là en ce moment j'ai pas de tâche, je me dis horrible, je peux pas. Moi je crois que ça m'a un peu handicapé ce truc là de comment dire, il faut c'est d'être trop en mode stand-up et trop dans cette écriture là. À un moment ça m'a empêché de peut-être faire d'autres trucs un peu moins immédiats, tu vois, de pouvoir penser à des films, tu sais, avoir juste l'espace de cerveau libre pour faire de la fiction, ou là j'essaie de refaire de la musique, où c'est des trucs où peut-être un jour les gens entendront ce que j'ai fait, mais peut-être pas, tu vois. Et je me dis, je suis devenu accro à ça en fait, je pense à ça. En fait, le feedback immédiat, moi juste aussi. savoir si c'est bien ou pas, il n'y a pas de doute, tu vois. De fou. Et je suis du coup devenue peut-être accro à l'imparfait aussi, parce que je trouve que quand tu montes en plateau, que tu as écrit l'après-midi, c'est forcément imparfait, mais c'est pas grave, tu sais que ça va aller mieux. Oui, je pense que c'est peut-être mieux, limite, que ça soit moins répété, tu vois. Ouais, peut-être, mais du coup, quand je reviens au théâtre où tous mes potes connaissent à donf leur texte et tout ça, je suis là, ah ouais, carrément, déjà, on en est là. Moi, je suis beaucoup plus dans le truc de allez, c'est bon, on va dealer avec ce que j'ai comme souvenir et puis tu vois, et on verra comment ça se passe. En plus, le texte, si tu dis trop ce que tu as écrit à la lettre, en stand-up, ça marche moins bien. Enfin, moi, je sais que j'écris et après, je me dis, bon, je vais pas le mémoriser à 100%, je vais l'écrire, le mémoriser, mais le dire juste comment ça sort, tu vois. Parce que de toute façon, je vais le dire, c'est un truc que je pense et je vais pas juste dire, tu sais, je vais te dire le truc. Si tu fais ça sur un Molière, tu te fais décapiter. Je sais. C'est la même différence entre la musique classique et genre et le jazz. Ou oui, parce que le jazz c'est encore autre chose. C'est de l'impro. Il faut jouer les mauvaises notes. Ouais. mais genre si tu es dans un groupe de rock et c'est pas très grave s'il manque quelque chose, tu vois. Enfin voilà. Donc toi en gros c'est un truc qui peut, les deux peuvent être dans ta vie quoi. Y a pas ouais, carrément. Qu'est-ce que je veux dire ? En fait j'ai l'impression que toutes les humoristes meufs qui font du stand-up, on leur pose en interview la question de est-ce que c'est pas trop relou d'être une femme humoriste Et la vérité c'est que quand c'est des journalistes qui te posent la question, c'est pas bien intentionné si tu veux, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence, tu vois, que tu peux me raconter des trucs de ce que tu as vécu et qu'aucun mec dans le stand-up aura vécu ça dans la manière dont les gens viennent te voir et te dire ce que tu dois faire et tout. Est-ce que tu as vraiment vécu ça ou c'est juste moi qui psychote sur comment les meufs sont traitées dans l'humour, où très vite il y a des gens qui viennent leur dire exactement voilà ce qu'il faut faire, pas parler de cul, sinon tu passes pour une pute. Des trucs vraiment violents comme ça que moi j'ai pas du tout. T'as pas du tout eu toi? Vite fait, il est vulgaire, et puis je fais oui, voilà, ça tu vois, mais j'ai pas. Non, mais si, je confirme, il y a vraiment ça. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu, mais en même temps, je le vis. En tant que nana, tu le vis dans beaucoup de choses. En fait, c'est pas que le stand-up est quand même le reflet. Ce qui se passe dans le stand-up, c'est un peu le reflet d'une société aussi. Par contre, dans le théâtre, beaucoup moins. Tu vois, il y a un rapport vraiment vachement plus horizontal, tu vois, entre les hommes et les femmes, et du coup, en tout cas tel que je l'ai vécu aussi, hein, et tout le monde se change les uns devant les autres, tu vois, il y a un truc où on est vraiment tous pour des raisons aussi de praticité tous dans le même bateau. Donc j'ai jamais je me suis jamais sentie être une nana, tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens péjoratif du terme. Je me suis jamais sentie stigmatisée, sous-estimée, pas du tout. Alors que dans le milieu des plateaux d'humour, c'était affreux. Puis même il y a ce premier a priori de les filles sont moins drôles. Donc ça, c'est atroce, quoi. Tu prends. Parce que les gens viennent te voir vraiment, genre dans les loges et tout, genre il y a une fille. Parce que j'ai entendu des histoires comme ça, genre à la limite que les gens le pensent silencieusement et restent polis, c'est possible, tu vois, mais qu'en plus ils viennent vraiment te voir, genre mais tu vas bider, non, t'es nul. Et puis même, tu vois tout le monde, ils programment autour de toi toutes les personnes. Alors la fille, j'ai un plateau, tu veux venir la semaine prochaine, j'ai un plateau, et puis toi t'es là comme une pauvresse.
parce qu'il manque une. Et devant, on t'appelle genre, il me manque une fille. Ouais, J'ai besoin d'une fille. Ça, on me l'a dit, ça aussi, plusieurs fois. Ouais. Mais j'ai plus l'impression, en fait, c'est pas vraiment le public le public s'en fout un peu en fait de qui il y a sur scène. Ça dépend. Attends, Non, tu rigoles. c'est vrai Le nombre de meufs qui viennent te voir à la fin qui disent bravo parce que d'habitude j'aime pas les filles. Alors ça je l'ai vraiment entendu. Les mecs aussi. Et puis tu sais, au début quand j'ai commencé, j'avais mes collants en dentelle. Là, tu te souviens? Oh la vache, tous les mecs. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un changement de look. Ouais, tu vois. Moi, j'accepte la combinaison comme si elle avait toujours été là, tu vois, mais en vrai. Il y a eu un changement de look parce que c'était mon côté old school du théâtre. Je veux jouer en costume, tu vois, c'est important pour moi. Et notamment toi, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu t'en branles? Si t'es drôle, t'en fous de ton costume. Mais moi, j'avais besoin de revêtir un truc, tu vois. Mais j'ai eu des conversations avec plein de meufs comme ça qui avaient. Mais c'était jamais là. C'est soit je veux pas être trop apprêté sinon on va me juger, ou je veux être apprêté sinon on va me juger. Ou en fait, on juge tout le monde sur scène. Et effectivement. Tu seras pas vraiment jugé au physique de elle est comme ça, c'est plus il y a l'a priori national de ça va être une fille, ça va être moins drôle, ça c'est relou, tu vois. Ouais, mais une fille est quand même vraiment jugée sur son physique, tu vois. Je pense l'être aussi, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais alors je t'assure que sur scène, peut-être pas que dans je la le perçois, oui, mais peut-être que je le perçois, c'est quand même pas pareil, c'est-à-dire que tu sais qu'une fille moche, ça peut déranger un spectateur. Mais je te jure, ça peut. Parce que j'ai aussi entendu l'inverse. J'ai aussi, si elle est trop bonne, les meufs vont la détester. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas du tout, malheureusement, le même rapport au physique des hommes et celui des femmes, quand même. Dans la société, c'est sûr. Dans la société. Donc sur scène aussi, en fait. Sur scène, j'ai l'impression qu'ils détestent tellement tout le monde. Ils sont prêts à juste chier. En fait, n'importe qui monte sur scène, c'est une merde. Regarde lui là. En gros, on est vraiment là pour qu'on se moque de nous. Mais d'accord, mais j'ai l'impression qu'un mec va pas être victime de son genre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là où une nana. Ah, c'est sûr qu'on va pas se dire, c'est un mec, ça va pas être drôle. Donc ça va pas être drôle. Alors qu'une nana, si elle est pas drôle, c'est tout le genre qui empathie, tu vois. Et c'est pas cette nana-là qui était pas drôle. Et ça a été confirmé par des programmateurs et programmatrices télé qui me disent c'est très compliqué de programmer une meuf parce que on part avec ça quand si la nana bide, on fait tu vois, là on n'aurait pas dû te faire confiance. Les filles sont moins drôles. Qui vous payez en fait? Genre qui a amené ce précédent? Genre est-ce qu'il y a une meuf qui a été tellement nulle? Parce qu'en plus j'ai même pas d'exemple en tête. Non, mais je pense, c'est que mon avis, mais je pense que tu vois une nana doit rentrer dans une case que la société lui a donnée, donc la maman, la catin, la fille, la jeune fille. Pendant longtemps, c'était genre les personnages pour les meufs, c'était la secrétaire délurée, l'ado un peu attardé qu'à 15 ans. En fait, je dirais que tu vois, je parlerais carrément d'archétypes, de fonctions vraiment. C'est même pas secrétaire et tout, c'est trop contemporain. Je parle vraiment dans les archétypes de, tu vois, voilà, comment est-ce qu'elle va servir l'homme. Et du coup, la société. Et humoriste, non, pas du tout. C'est une case, non, on ne veut pas. Il y a un contre. Et donc, du coup, je pense que c'est pas une humoriste qui a fait, une humoriste qui était pas drôle, qui a fait que. Il y a une humoriste qui a fait toute la France, qui a pris des gros fours et maintenant, non, plus de femmes, c'est fini. Et j'ai pas l'impression que ce soit arrivé. C'est pas ça. Mais par contre, tu sais, on observe souvent ça où les filles, tu sais, un mec qui est drôle on dit qu'il peut être, ça peut séduire des femmes, tu vois, et inversement, pas trop. Et c'est affreux. Moi, quand je parle avec même mes meilleurs potes mecs, tu vois, qui sont des gens que je respecte et que j'estime, quand tu leur demandes les 3 critères d'une nana idéale, jamais t'as l'humour. C'est qu'elle rit à mes blagues. Ça, j'ai déjà entendu. Mais jamais qu'elle soit drôle, tu vois. Moi, je dis ça. Tu vois, ouais. Bon, mais toi, à la limite, ça se comprend. T'as envie d'être avec quelqu'un qui est à tes blagues, j'espère pour toi. Oui. Idéalement, c'est mieux, tu vois. Oui, j'espère. Moi, je préfère être genre intelligent à drôle, c'est-à-dire que, ou genre, à partir du moment où il y a une conversation, j'ai pas besoin que la personne me fasse rire tout le temps si la personne est drôle. Il y a des gens qui se sentent intimidés si la personne est drôle parce que c'est une forme de pouvoir ou un truc comme ça. Bon, et toi, t'as l'impression que sur scène, ça finit par se voir. On n'est pas censé voir une meuf qui fait rire parce que c'est pas son rôle dans la société. T'as l'impression que c'est ça? Je pense que c'est jamais conscient. Je pense que jamais un spectateur va sortir. Écoute, je n'ai pas adhéré à son humour parce que la société fait que je n'ai pas été conditionnée comme ça. Non, je pense pas. Mais je pense qu'il y a ce truc-là. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que. Moi, j'interprète ça comme ça, que tu vois, des nanas qui ont vachement surfé aussi sur... Enfin, surfé, non, c'est péjoratif de dire ça, mais des nanas qui ont beaucoup parlé de leur expérience de mère et qui en ont fait des blagues. Ah, on est d'accord. On est d'accord parce que c'est une maman, tu vois. On connaît ça, on connaît ce système. Mais après, dès que ça sort un peu du rôle établi, du cadre, tu vois, je trouve que... Ouais, mais c'est mon interprétation, hein.
Et donc, il me semble que tu as écrit un bouquin. Bernard Pivot. Mais non, Bernard Drucker. Magnifique, magnifique. Tu aimes les chiens, Laura? Parce que c'est un bouquin sur ce sujet-là, en gros. Il me semblait que tu avais écrit en gros, pour expliquer ce qu'était maintenant le sujet aux gens pour lequel c'était le sujet dans les années 70-80. En gros, c'est ça l'idée du bouquin dont j'ai oublié le titre. Le bouquin, ça s'appelle « Merci, fallait pas le sexisme expliqué à ma belle-mère ». Et en fait, non, le bouquin, il parle d'autre chose. C'est au moment, tu vois, de #MeToo et balance ton porc. J'ai eu beaucoup de conversations avec ma mère, les copines de ma mère, les belles-mères de mes potes qui et c'est drôle, c'est des femmes très très libres, très indépendantes et qui ont manifesté en 75 pour le droit à l'avortement, tout ça, et qui aujourd'hui faisaient 15 milliards de pas en arrière en mode ah non mais balance ton porc, ça passe, c'est la délation, #MeToo, mais attends, mais moi avant, à mon époque, quand ton patron me disait elle est belle ta jupe ma petite cocotte, on portait pas plainte, tu vois, il y avait ce truc là, je me disais ah c'est trop marrant parce que c'est ces meufs là qui ont fait mon éducation et qui ont fait qu'aujourd'hui je peux penser et comme je pense, c'est-à-dire ouvrir, tu vois, un peu mon esprit. Et pour autant, elles font, j'ai l'impression qu'elles font 3 milliards de pas en arrière et c'est moi qui leur explique la suite, quoi, quelque part. Donc, on a eu beaucoup d'échanges ensemble et de débats et je me suis dit, mais c'est trop marrant, il faut trop écrire un truc là-dessus parce qu'on a souvent tendance à attribuer la lutte sexiste, enfin, tu vois, les comportements sexisme et le freinage vers le progrès aux hommes, alors que non, on fait notre part aussi. On a notre part aussi, après, parce qu'on est issu d'un système patriarcal, tout ça, mais quand même. Donc, je trouvais ça pas mal pour une fois de m'adresser aux meufs. Et la belle-mère, c'est un cliché. Très clairement, c'est un gros cliché. C'est un moment, faut vendre le livre. Ouais, exactement. Puis c'est pas un mauvais exemple, du coup. Est-ce que, pendant que tu as fait ce livre, à travers cette recherche-là, tu as réussi à comprendre la cause de pourquoi elles sont plus dans le délire dans lequel elles étaient? Je pense qu'il y a un truc vraiment générationnel, tu vois, très clairement. Et comment dire mais encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Hein, voilà. Je pense qu'il y a, tu sais, il y a un mec qui avait interviewé sa grand-mère et il lui disait mais est-ce que tu aimerais bien être une femme aujourd'hui? Et plus qu'à ton époque, elle fait ah ouais, j'aurais adoré être une jeune fille aujourd'hui. Il dit ah oui d'accord, qu'est-ce que tu ferais? Il fait elle dit bah je dirais au cinéma. Il dit mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller au cinéma? Va au cinéma. Et là elle explose de rire, mais c'est-à-dire qu'elle a même pas les cartes pour envisager comment elle pourrait être plus libre, tu vois. Et je l'interprète vachement comme ça aussi. Il y avait des combats qui étaient très concrets, donc le droit de disposer son corps, donc le droit à l'IVG et tout, et que maintenant elles arrivent même pas à se dire que oui, c'est possible et que ça peut ne pas être normal que ton patron te dise elle est belle ta jupe ma petite cocotte, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a un truc de cartes. Et moi, comme j'arrive avec les cartes de bah ça y est, j'ai le droit de disposer de mon corps, il y a des lois, etc. qui norment un peu ça, bah j'ai maintenant la place pour me dire on peut encore évoluer sur un autre point. Donc je pense que c'est, tu vois, c'est générationnel dans ce sens-là. Moi j'ai l'impression que c'était plus générationnel dans le sens, tu sais, comme beaucoup de gens qui ont participé à mai 68 sont devenus pas mal à droite et que c'était juste un truc, juste de l'âge que même que peut-être moi je vais pas pouvoir éviter quand je serai plus âgé. En fait, tu commences de gauche en te battant, puis tu arrives à la soixantaine et tu deviens de droite et tu commences à revenir en arrière, à faire en même temps les mains au cul, c'était pas si grave que ça, tu vois. Parce qu'en plus, t'es agacé par tout ce qui est jeune, par tout ce qui est un peu la jeune. Genre, les jeunes, ils nous cassent les couilles avec leur téléphone et tout. Et en fait, ils mettent le féminisme de maintenant dans le même panier que tout, quoi. C'est vrai. Mais en même temps, moi, je me sens une vieille conne aussi, hein, en vrai. Tu vois, TikTok, ça a été le début de ah ouais, en fait, je suis une vieille conne, vraiment. Oui, il y a des applis. Moi, c'était Snapchat, donc c'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ans. Je fais bon, là, ça y est, je suis dépassé, j'ai rien à faire. Je peux aller sur TikTok, mais est-ce qu'on a un mec de 35 ans sur TikTok? Est-ce qu'il a pas des intentions un peu chelou, tu vois, genre pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Un truc où il y a que des ados avec le nombril qui dépasse, qui dansent comme ça. J'adorerais te voir faire des petites chorés. Non, je fais des blagues sur l'actu. Les gens, ils seront sur leur feed, il y aura genre des meufs qui dansent et moi qui fais bon, franchement Macron. Je crois que c'est ça parce qu'on nous dit ouais, faut rester en contact avec la technologie, faut évoluer, faut pas être laissé en arrière. Qu'est-ce que j'allais foutre sur un réseau social où il y a que des gens qui ont 15 ans de moins que moi? Mais ouais.
Mais peut-être que le podcast finira sur TikTok au bout d'un moment, que ça va être ma Ça reconversion. serait très drôle. Merci beaucoup, beaucoup en tout cas, Laura. C'était Merci. très cool de t'avoir. Je te réinviterai. Tu sais, c'est pas genre il y a l'épisode de Laura et ensuite. C'est vrai, on se reverra, tu penses, Adrien? Oui, on a encore plein de trucs à se dire. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Si tu as de la promo, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire comme promo vu qu'on n'a pas de métier en ce moment, mais Ouais, si tu veux, c'est vrai. tu veux faire la promo d'un truc, n'hésite pas. Non, mais moi, je veux bien qu'on aille voir mes vidéos que je fais. Allez voir les vidéos de Laura Ouais, Demange. mais il faut reportage parce qu'en attendant, c'est ça que j'écris comme blague. C'est sur quelle plateforme que j'ai encore ça Sur Facebook et Instagram, c'est sur la chaîne Teva tous les vendredis. Sinon. La chaîne Teva, YouTube aussi, tu peux aller sur la chaîne Teva. Non. Ouais. Ah. C'est une chaîne sur abonnement. Donc, si vous avez envie de vous abonner à Teva, C'est 30 € par mois. c'est la meilleure vanne. Il faut toujours terminer par un rire. Alors, abonnez-vous à Teva. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Ouais, merci beaucoup, Laura, en tout cas. Merci, Adrien. Accro à l'imparfait.